3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Geoffroy Lenoir nous accompagne également. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Vous êtes co-directeur des gestions OPC d'Ophi Invest Asset Management et Philippe Usan à nos côtés également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partner. Quel cycle de baisse de taux devant nous, Philippe, avec la question de savoir comment est-ce que la Fed peut entamer de la meilleure manière possible son cycle de baisse et rejoindre ainsi d'autres banques centrales qui ont déjà commencé à baisser les taux. Mais avant cela, à quoi le marché se prépare à ce stade, Philippe ? Alors, commençons effectivement par les marchés. Donc les marchés sont partagés. Quand vous regardez la probabilité, on est quasiment à 50-50 entre une baisse de 25 points de base. Donc la baisse, elle est acquise, elle est téléguidée. Une baisse de 25 et une baisse de 50. Le point important aussi, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le marché price quasiment 120 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année, 250 points de base de baisse de taux d'ici à l'été prochain. Donc c'est en un an, 250 points de base attendus du côté de la Fed. Un assouplissement très significatif et un assouplissement rapide, puisque, comme vous le rappeliez, la Fed serait la dernière, on va dire, dans les grandes banques, quand le Japon est à part, à entamer son cycle de baisse de taux, mais la BCE, qui a déjà baissé 2 fois, mais c'était une fois par trimestre, et de 25 points de base seulement. La Banque du Canada les a baissés de mémoire consécutivement 3 fois, voilà, de 25 points de base. La Banque d'Angleterre, on va voir cette semaine si elle fait 25 à chaque meeting ou 25 une fois tous les 2 meetings. Donc, mais le marché est parti sur un assouplissement rapide, alors que la croissance aux États-Unis est quand même bien au-dessus de celle des autres pays développés, que certes l'inflation diminue, ça on ne va pas le nier, mais elle reste quand même au-dessus des cibles de la Fed. Et les derniers chiffres montrent quand même que certes, comme on dit toujours, le dernier kilomètre, le dernier mile pour les Américains est quand même long. Le seul élément, parce qu'effectivement il y a quand même un élément derrière, c'est la dégradation très progressive du marché du travail. Vous vous souvenez, tout ça, c'est parti début août de la fameuse activation de la règle de Sam. Voilà. Même si, et c'est pas moi qui le dis seulement, c'est Madame Sam. C'est Claudia Sam elle-même. Voilà, c'est une règle empirique. Et oui. On pourrait aussi penser que le marché du travail américain, aujourd'hui, il est structurellement plus tendu et que les chefs d'entreprise américains seront peut-être moins prompts à licencier qu'ils ne l'ont été dans les 30 dernières années. Donc une baisse de taux, oui. Une baisse de taux aussi rapide. En tout cas, 50 points de base pour démarrer. Moi, je n'y crois pas forcément. Le deuxième point, c'est que il faut aussi regarder l'histoire. Et effectivement, on a eu deux types d'assouplissement. Ouais. Des assouplissements qui ont démarré avec 50. Moi, j'en ai trouvé 2, en fait. 2001 et 2007. D'accord. Oui. Voilà. Oui. On n'est pas tout à fait dans la même... Des exemples d'intervention en urgence, on peut le dire comme ça. 2001, ça a même démarré avec un intermeeting qui était le premier jour ou le deuxième jour de l'année. 2007, ça a démarré en septembre. Donc après, quand même, la crise, le BNP qui... Bien sûr, le gel des fonds monétaires pendant l'été 2007. Donc, on a vu le rachat de Bear Stearns aussi, je crois, en début d'année. Enfin, il y avait déjà... C'est 2008. Il y avait déjà des craquements avant la grande faillite de Lehman, un an après. Donc ça, c'est les dossiers qui démarrent avec 50 points. Il y a bien une récession derrière. Je mets de côté 2020, parce que l'assouplissement démarre en fait en 2019. 2019, c'est 25 points de base. 95, le fameux dernier soft landing, c'est 25 points de base. 98, quand il y a la crise russe, il y a 3 baisses de taux, 25 points de base, la première. 87, le crack de 87, 25 points de base. Donc 50 points de base, c'est quand même un signe... Historiquement, ça reste un signal négatif. Donc moi, je souhaite bon courage. Je ne dis pas qu'elle ne le fera pas, puisque manifestement, l'article du Wall Street Journal de vendredi dernier... a fait tourner un peu les choses. Fait tourner les choses et laisse penser que le débat, en tout cas, est plus ouvert qu'il ne semble. La question étant, est-ce qu'il y a une bonne manière de présenter une baisse de 50 points de base dans le monde de 2024? En tout cas, ça me paraît pas facile de dire on est tellement confiant dans notre scénario de soft landing qu'on commence par 50 points de base. Comment vous expliquez, Geoffroy, que le marché soit aussi partagé, aussi indécis sur une décision de politique monétaire? On parle de la Fed, on parle de banquiers centraux qui ont quand même tout le loisir de s'exprimer autant qu'ils veulent généralement, en dehors des quelques jours précédant le meeting. Bon, et pour autant,
On ne sait pas ce que mercredi soir, ce qui sera décidé par la Réserve fédérale américaine. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant d'être aussi proche d'une réunion importante comme ça de la Réserve fédérale américaine et d'avoir autant d'incertitudes. Alors ça, je crois que c'est encore plus que 50-50. Je crois que le marché anticipe presque ça y est, c'est majoritaire. 60% une baisse de 50 points de base. Les 50 BP ont pris la corde. 50 points de base Et la Fed n'a jamais fait dessus. l'inverse de ce qui était prévu depuis 2015, la seule dernière fois où elle a fait, où ça s'est mal passé. À 2 jours d'un meeting, si le marché donne une probabilité, la Fed ne va jamais contre. Jamais. Elle a fait en 2015, la dernière fois, ça s'est mal passé. Depuis, elle n'a plus jamais refait. Aujourd'hui, le marché est dans le camp des 50 points de base. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et on est à 2 jours, comme vous l'avez dit, de la décision. Et si la Fed est dans le camp des marchés, elle fera 50 points de base. Bon, on verra mercredi soir. Je veux pas vous... Par contre, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que la Réserve fédérale va baisser, ou risque de baisser, de 50 points de base, vu les conditions économiques, le niveau de croissance aux États-Unis, le marché de l'emploi. On pouvait s'alarmer sur le marché de l'emploi, mais c'est vrai qu'on est à 4,2% de taux de chômage. Les chiffres ne sont pas catastrophiques. Et si on regarde plus en détail ces chiffres-là, on voit que le nombre de licenciements n'augmente pas. En fait. Non. C'est vraiment la partie immigration et nouveaux entrants sur le marché du travail qui fait que ce taux de chômage augmente. C'est l'offre. Voilà. C'est un Donc, problème d'offre. C'est vrai que, vu comme ça, on se dit, mais il n'y a pas péril dans la demeure. Certes, il va falloir ajuster ces taux directeurs et retourner sur les taux, on va dire, les plus neutres. Oui. Peut-être autour de 3% horizon 2025, fin 2025 ou mi-2025. Mais on se dit qu'il n'y a pas urgence à baisser très rapidement les taux, ou alors c'est qu'il y a quelque chose que voit la Réserve fédérale que les investisseurs ne voient pas. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là... J'ai deux remarques par rapport à ça, mais qui sont des remarques d'un observateur de marché qui suit la vie des marchés depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Alors, j'entends souvent l'argument, si la Fed nous surprend, c'est que la Fed a vu quelque chose qu'on ne voyait pas. Bon. Il y a quand même beaucoup d'institutions bancaires ou autres qui ont, peut-être qu'elles n'ont pas la finesse d'analyse de données que peut avoir le staff de la Réserve fédérale américaine. Mais quand même, j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens se penchent sur tous ces indicateurs économiques du marché du travail de manière aussi pointue, aguerrie que peuvent le faire des économistes de la Réserve fédérale américaine. J'entends les perspectives historiques que nous rappelait Philippe Uzan. Quand on a démarré avec 50 points de base, c'était jamais dans des conditions très positives, très favorables. Néanmoins, on a quand même des taux directeurs réels qui sont élevés, encore très élevés aujourd'hui, dans une économie qui se porte bien, mais dont on sait que la trajectoire est plutôt celle d'un affaiblissement. Et si l'idée reste de poursuivre la chimère du soft landing, on sait que le timing est important dans cette affaire et qu'il y a aussi des délais de transmission de politique monétaire qu'on a vécu dans le sens de la montée, mais qu'on vit aussi dans le sens de la descente. Et je me dis que argumenter que 50 BP, ça permet d'assurer au maximum et de garantir l'état de l'économie américaine aujourd'hui, c'est-à-dire très bon, 4,2 de taux de chômage, un consommateur qui continue de consommer, etc. Je me dis que c'est peut-être pas un mauvais message que la Fed enverrait mercredi soir au marché. J'ai du mal à imaginer que ça ne puisse être qu'un mauvais message. C'est la fameuse fonction de réaction des banques centrales. Et c'est vrai que quand on parle de fonction de réaction des banques centrales, on sait que la Réserve fédérale est toujours plus réactive, plus dynamique que les autres banques, et notamment que la Banque centrale européenne. Donc on se dit que la Banque centrale européenne... Quand j'entends les critiques qu'on fait à la BCE, je me dis, une Fed qui ferait 50 BP, en quoi ce serait mal, quoi ? Par rapport à ça, finalement, la Réserve fédérale peut surprendre davantage que la Banque centrale européenne. Si la Banque centrale européenne faisait 50 points de base le mois prochain, ça serait assez surprenant. La Réserve fédérale américaine, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est sur le message qui n'a pas été clarifié jusqu'à présent et qu'on est toujours sur cette incertitude-là. Et c'est vrai qu'on se dit, pourquoi aller trop vite alors que l'inflation reste élevée, la croissance reste plutôt correcte? Pourquoi pas faire un premier pas de 25, voir ce qui se passe? Je rappelle que la prochaine réunion sera à 2 jours d'intervalle avec les élections américaines, qui pourront également faire encore 25 ou 50. Il y aura encore peut-être une incertitude à ce niveau-là. Et puis encore une réunion au mois de décembre. C'est vrai que sur la fin d'année, le calendrier, avec les échéances, les réunions des banques centrales, il y a une incertitude qui se crée là. Maintenant, c'est vrai que notre vision chez Ofi Invest, c'est de se dire que pourquoi pas qu'il y ait une accélération, mais pourquoi en fait commencer rapidement tout de suite. J'entends. On est plutôt partisan du 25 points de base, même à 2 jours, on prend, on assume cette vue. Beaucoup réfléchissent aussi avec le schéma qui a été appliqué dans les hausses de taux. Donc je rappelle, on commence en mars 2022 à 25, ensuite on va assez vite sur 50. Je crois que la hausse de taux suivante, c'est 50. Et puis arrive le mois de juin 2022, où Jérôme Powell, à une semaine ou 10 jours du meeting, je crois, signale le rythme de 50 comme étant le bon. Et entre-temps,
article du Wall Street Journal, le journaliste du Wall Street Journal qui suit la Fed, Nick Timiraos, etc., nous dit ce ne sera pas 50. Après discussion avec les membres informés de la Réserve fédérale américaine, ça penche plutôt pour 75 et la Fed fait 75. Tout le monde a cette mécanique en tête qui date d'il y a 2 ans en l'occurrence. Non, mais c'est sûr Gilles. que le rôle de Timiraos, c'est vraiment d'être... Donc c'est le journaliste, porte-parole officieux Banque centrale Fed du Wall Street Journal. Voilà, et porte-parole officiel quasiment de... Porte-parole, oui, enfin, il fait son job, quoi. Il fait son job. Il a un accès privilégié et il en fait profiter tout le monde. Ses lecteurs. Non, je dirais qu'il y a 2 choses. Je suis d'accord sur ce qui a été dit sur l'économie et que la Fed probablement ne doit pas faire 25. Après, il y a quand même un loup dans la bergerie et je 2 remarques. Un, la Fed, elle se trompe régulièrement. Elle s'est trompée en 2008, elle s'est trompée justement dans ces périodes-là. Elle a tendance à se tromper et elle le sait aussi. 2, il y a quand même un loup dans la bergerie qui est le marché de l'immobilier américain, qui est en train de très sérieusement se retourner en termes de prix, du fait de la baisse des taux, paradoxalement. Les prix remontent. Non, les prix baissent. Ah, les prix baissent. Pourquoi ? Parce que les volumes arrivent, les taux baissent, les mortgages sont à nouveau disponibles, et les volumes arrivent, et actent une baisse des prix. Et il y a quand même, comme dirait pour citer Sherlock Holmes, il y a un chien qui n'a pas aboyé durant les 2 années qui viennent, c'est l'immobilier américain. Avec les taux à 7%, il aurait dû être envoyé dans le décor, et ça n'a pas été le cas. L'emploi est resté. Et là, la crainte, à mon avis, sous-jacente de la Fed, c'est qu'on ait un dérapage très fort sur l'emploi immobilier américain. Dans la construction. Dans la construction, qui fasse un peu s'effondrer un château de cartes. Effet domino. Domino sur le chômage et sur la consommation. L'autre effet domino, c'est l'effet de richesse. Je veux dire, on voit bien que l'effet de richesse tient et à travers les prix de l'immobilier, c'est un élément important de l'effet de richesse. Donc, moi, je pense que ce qui inquiète la Fed très fortement, et qui l'incite à faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, on est d'accord, au vu de... Non, oui, vu comme ça, effectivement, on est encore à 3% de croissance au T2, c'est vrai que c'est... On a vu aussi les vient de taux les taux réels sont à quoi 1,60 encore aujourd'hui. Oui, mais l'économie américaine n'est pas faite pour des taux réels aussi élevés, ça c'est clair. Oh. Mais on a vu qu'en 0,50, ça a toujours été 2001, c'est 2007, on a noté aussi, c'est quand même pas des choses très favorables en termes d'historique. Voilà, mais si elle fait ça, je pense que ce qui l'inquiète, c'est ce qui se passe dans l'immobilier. On voit sur les zip codes, enfin sur les codes de l'Arizona, du Floride, tout ça, on voit des choses, des baisses de 10, 15, 20% sur l'immobilier, parce que les taux qui étaient à 7% avaient bloqué le marché. Le marché se débloque et là, il y a des vendeurs énormes. Et j'ajouterais effectivement que l'autre point, c'est l'effet de richesse qu'il y a ça et qui aussi, je pense, inquiète la Fed. Et donc, elle ne veut pas prendre de risques, qu'il y a un dégonflage de la consommation et essaie de tenir au moins jusqu'en plus novembre. En plus, il y a le Trésor derrière qui a quand même un biais assez fort par rapport au mois de novembre, qui aimerait que tout ça tienne. Oui. Puis il va falloir rallonger un peu la maturité des émissions du Trésor, etc. Il y a plein d'enjeux lourds qui arrivent aussi du point de vue du marché des treasuries américains. Voilà, dernier point, la Fed a perdu son combat contre le Sénat, contre le Congrès. Je veux dire, le déficit américain est hors de contrôle. Personne n'a envie de le contrôler. Et quelque part, la Fed ne peut pas, soit elle monte vraiment ses taux pour dire arrêtez de faire de déficit, soit aujourd'hui elle accommode et elle a choisi d'accommoder. Pour moi, voilà. Philippe. C'est un point parce que pour moi, ça fait la transition avec la question des élections. Si vous avez dans 2 mois, on va dire, et je pense que c'est un scénario qui est tout à fait possible, Trump à la Maison-Blanche et le Congrès qui reste à majorité républicaine comme il l'est aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui, il est démocrate républicain. Oui, voilà. En tout cas, c'est moitié-moitié au Sénat et c'est une majorité. Le Sénat ne tient que grâce à la voix de la vice-présidente. Tout à fait. Mais donc, si le vice-président est républicain, ça bascule. Et il y a beaucoup plus de sièges de sénateurs démocrates en jeu à renouveler. Que de sièges. En gros, les républicains, ils sont déjà. Il y a plus de risques pour les démocrates au Sénat que les républicains. Voilà. Dans ce cas-là, c'est quoi les 2 grandes mesures de l'agenda politique du Parti républicain aujourd'hui ? C'est des baisses d'impôts, de nouvelles baisses de taxes sur les entreprises, une prolongation des baisses d'impôts qui, vous savez, vont arriver à échéance en 2025. Donc là, il faudra forcément en faire quelque chose, d'un côté. Et de l'autre côté... Des tarifs. Alors, je ne veux pas vous parler même sans les tarifs, d'accord. Une politique beaucoup plus dure sur l'immigration. Oui. D'accord ? Oui. Donc, normalement, c'est, on va dire, positive croissance... et pas très positif sur l'inflation par le côté emploi, alors qu'on dit déjà que le problème, c'est plus l'offre que la demande.
est-ce que dans cet environnement-là, et alors encore une fois, rien n'est certain, on saura à la prochaine réunion de politique monétaire, mais est-ce que c'est dans cet environnement-là, vous avez envie de démarrer un cycle d'assouplissement monétaire pied au plancher? L'argument est, j'allais dire, renversé par certains dans le marché qui disent, vu cette incertitude à l'issue du résultat de l'élection de novembre, autant préempter et autant couvrir le risque Trump avec peut-être un premier pas qui enverrait un message fort. Et j'ajouterais qu'à la Chambre des représentants, les démocrates depuis 2 ans, depuis l'avortement, les républicains sous-performent systématiquement localement, et on pourrait avoir une Chambre des représentants qui repasse démocrate parce que toutes les banlieues, le vote féminin en particulier, est passé côté démocrate, et ce qui explique, déjà, ils ont gagné que de 5 sièges, alors que c'est traditionnellement favorable aux républicains. Donc, sur une élection où Trump va probablement encore perdre au nombre de voix, globalement, je veux dire, de tout ce vote populaire. Oui, sur les grands électeurs. Oui. Donc, je pense qu'on est juste sur le Sénat, mais on pourrait avoir une Chambre des représentants qui passe démocrate. Et donc, un congrès, quand même, qui resterait partagé de ce point de vue-là. Qui resterait partagé, même si le Sénat, parce que depuis 3 ans, depuis l'arrêt Doe versus Wade, les républicains sous-performent systématiquement localement dans toutes les élections qu'ils ont eues. Il y a un certain nombre de mesures que le président peut prendre directement par décret. Oui, mais pas sur l'immigration et pas sur la fiscalité. Ouais. Les tarifs. Sur les tarifs, en l'occurrence. Geoffroy, alors au-delà du 25-50 de la Fed cette semaine, qu'est-ce que l'entrée en jeu de la Réserve fédérale américaine amène dans le cycle de baisse globale des taux déjà entamé, comme on le rappelait aussi avec Philippe? Est-ce que le risque est plutôt de voir ce cycle de baisse de taux s'accélérer? Est-ce qu'on imagine rester sur quelque chose, alors de coordonné, je ne sais pas, mais d'assez synchrone dans le timing, dans la taille, dans les pas qui seront faits par les banques centrales, ou est-ce que assez vite ça peut, partir un peu dans tous les sens en fonction des situations économiques relatives à chaque banque centrale? Oui, alors par rapport à ça, c'est vrai que on peut essayer de prendre un peu de recul par rapport aux prévisions économiques qu'on peut avoir côté États-Unis et côté zone euro. C'est vrai qu'on reste assez convaincu que le fameux soft landing, c'est toujours d'actualité. Donc en fait, quelle que soit un petit peu la manière dont on réduit les taux, on devrait rester dans ce scénario-là. C'est vrai que le côté vraiment très récessif, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur de signaux avancés qui nous dit que l'économie américaine doit rentrer en récession. Donc on est plutôt sur une phase à se dire, là, le marché anticipe peut-être un petit peu beaucoup à court terme, et il y aura sans doute un petit peu moins de baisse de taux délivrée par la Réserve fédérale que ce qui est anticipé par le marché. Par contre, que l'année prochaine, la Réserve fédérale accélère, baisse ses taux, arrive sur le taux neutre autour des 3%. Ouais. Dans le contexte actuel, avec les chiffres qu'on a, les indicateurs avancés qu'on a, ça nous paraît tout à fait réaliste, et ça colle parfaitement avec un scénario un peu idéal, un peu avec les lunettes roses sans doute. Mais la destination que le marché entrevoit, alors elle vient peut-être un peu vite dans le calendrier, mais la destination que le marché voit, 250 points de base de baisse de taux, ça paraît légitime et cohérent, en théorie, sur le papier en tout cas. Ça paraît tout à fait légitime, qu'on arrive encore une fois, le taux neutre, on peut le recalculer de toute façon, et si on arrive autour des 3% à 25 BP près, ça changera pas forcément grand-chose, mais en tout cas, ça nous paraît être le scénario le plus probable à date sur la Réserve fédérale. Comment ça se translate pour la BCE, du coup? Alors, pour la BCE, c'est vrai qu'on est dans un schéma qui est assez différent. On a vu qu'elle a commencé à baisser ses taux avant la Réserve fédérale, elle pourra nous le redire quand ça l'arrangera. Ça sera plutôt, on va dire, peut-être un fait marquant. Ce qu'on peut estimer, c'est que la BCE est dans un cas complètement différent, où il y a des vraies raisons de baisser, et il y a des vraies raisons de baisser peut-être même plus rapidement que pour la Réserve fédérale américaine, puisque la croissance, on n'est pas du tout sur le même niveau, on est sur une croissance qui est en dessous des 1% en zone euro, même si on est dans un schéma où on est censé repartir un peu plus fort l'année prochaine sur la croissance, on a une croissance faible, on a une inflation qui est déjà, on va dire, quasiment sur la cible de la Banque centrale européenne. Parfois en dessous. Même parfois en dessous, ça se voit en France, dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison de maintenir les taux sur ces niveaux-là pendant très longtemps. Donc c'est vrai qu'on peut se questionner sur le fait d'être aussi prudent côté Banque centrale européenne. Pour vous, cette prudence de la BCE, à un moment, elle sera confrontée à une réalité qui poussera la BCE à accélérer, ou à en faire plus vite, ou procéder à des tailles de baisse de taux plus importantes? Oui, je pense qu'elle devrait accélérer en début d'année aussi. Là, on est plutôt sur un calendrier où elle va baisser ses taux une prochaine fois en décembre. Elle va sans doute sauter le prochain meeting, comme c'est largement attendu. Donc une baisse en décembre, ça peut revenir. On verra. Si les anticipations reviennent un petit peu
moins forte sur la Fed, ça paraîtrait étonnant qu'elle revienne sur la BCE de façon un peu opposée. Donc, par contre, qu'elle accélère en début d'année avec des nouveaux chiffres de croissance et d'inflation à la prochaine révision qu'elle nous donnera, ça me paraît assez cohérent. Vous attendez atterrir vers les 2% après. Vers les 2%. Bon, pour le coup, vous attendez ce genre de schéma aussi, Philippe? La BCE, elle serait sans doute ravie d'une trajectoire rapide de la Fed, parce que même si elle a eu l'audace de baisser 2 fois les taux avant la Fed, ce qu'elle n'avait jamais fait, je pense qu'effectivement, si elle pouvait derrière se remettre, comme elle a l'habitude de le faire dans la trajectoire... Dans le flot de la Fed, là, peut-être qu'effectivement, elle validerait une accélération de la baisse, et je suis bien d'accord avec vous, elle est du point de vue économique, elle me semble bien plus justifiée. Oui, mais avec quel argument? Elle part de moins haut aussi, donc c'est vrai qu'elle a moins de munitions. C'est pas la même croissance potentielle. Mais avec quel argument? Moi, quand j'entends encore Isabelle Schnabel, et je cite pas Isabelle Schnabel parce que c'est... Enfin, si, je la cite parce que c'est quand même elle qui a le lead intellectuel aujourd'hui au sein du board, en tout cas du directoire de la BCE. J'ai bien conscience, j'imagine bien qu'elle a conscience des risques dans les deux sens, mais le seul risque qu'elle évoque, c'est celui de la persistance de l'inflation dans les services, du risque encore sur les salaires, etc. Enfin, c'est la seule partie du risque sur laquelle elle se focalise aujourd'hui. Oui, mais elle a pris un lead intellectuel à juste titre dans une période où effectivement le combat c'était l'inflation. Si le principal risque ça devient la croissance, est-ce que le lead peut pas bouger? L'équilibre peut changer au sein de la Banque centrale. Oui, et puis il y a un écart de perception sur l'Europe quand même. On a quand même un paradoxe en 2023, c'est qu'on a le cœur en 2023 en panne, France, Allemagne, et la périphérie qui fonctionne bien, Espagne, Italie, même la Grèce. Voilà, donc on a quand même une perception un peu biaisée de la croissance européenne, ou la zone euro plus exactement, parce qu'on a quand même un cas qu'on n'avait jamais connu depuis le début de la construction européenne, où les deux économies majeures sont en panne pour des raisons un peu différentes, même franchement différentes, et tout le reste fonctionne quand même plutôt bien. Et ça, c'est aussi, je pense, ça perturbe un peu les habitudes de raisonnement et à la BCE et dans le commentariat de la BCE, parce que c'est un cas de figure qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Non, je vous confirme. Et c'est un schéma qui est amené à se prolonger. Est-ce que ça se traduit même dans des stratégies d'investissement, de se dire, tiens, sur des classes d'actifs, alors je sais pas, obligataires, actions, je vais privilégier peut-être un peu plus que d'habitude la périphérie de la zone euro pour être un peu moins présent peut-être sur le cœur de la zone euro, Allemagne, les bourses France. du Sud ont bien marché. Oui, mais le DAX est aussi au sommet. BTP italien a remplacé un peu la... Mais ça continue, ça se transcrit dans vos stratégies aussi. C'est ce qu'on a fait nous, on a Gilles. parlé en juillet au moment de l'élection, on a dit qu'il ne peut pas y avoir de problème dans la zone euro. Si la France a un problème, l'Italie en profite et vice-versa. Et donc, pourtant, Dieu sait s'il peut y en avoir plus non, parce que la zone euro était une zone en excédent d'épargne. Oui. Donc si on a un problème, c'est un problème localisé avec globalement un système qui est en excédent. Donc s'il y a un problème, si personne ne veut de BTP, on va prendre l'OAT plus que d'OAT. Si on veut moins d'OAT, il faut prendre plus de BTP. D'accord. Je veux dire, c'est assez binaire. Donc on a eu ce phénomène, on a eu les bourses du Sud. Et ça continue. Enfin, c'est des positions qu'on a envie de garder, y compris dans ce schéma d'accommodation ou de réglage de la politique monétaire. Elles viennent de loin. Je veux dire, elles viennent aussi de pays économiques qui ont quand même beaucoup souffert et à contrario, la France, le luxe, tout ça, on voit bien que c'est des choses qui souffrent un peu de. Qui ont pris un peu de retard. Après, il y a aussi l'enjeu chinois. On n'a pas parlé parce que en fait, les économies qui souffrent le plus sont, même si l'Italie est comme liée, sont des économies qui sont comme très liées à la Chine directement, indirectement, et qui donc, que ce soit industriellement ou le luxe, et donc voilà, aujourd'hui, on a aussi une problématique chinoise qui touche plus le centre de l'Europe que la périphérie. Mais pour revenir sur la Fed, je veux dire quand même une chose. La semaine dernière, on a mis fin à la plus longue inversion de courbe de l'histoire. La courbe. Et c'est quand même quelque chose qui arrive systématiquement avant les récessions. Et on dit que les obligataires sont plus intelligents que les autres, enfin, sont mieux macroéconomistes que les autres. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est marquant d'avoir le fait que la plus longue inversion de taux de l'histoire, 2 ans, 10 ans américain, vient de s'inverser. Généralement, ça se repentifie même très violemment au moment de la récession. Oui, c'est ce qui... Donc ça veut dire quoi Non, mais je veux dire, le risque... Le mouvement de pontification, il est... Pour nous, il va s'accentuer. Ouais. La question, c'est le rythme. Mais la question, ça veut dire que c'est quand même, on a entre la repontification, la règle de Sam, on a quand même pas mal d'indicateurs économiques, même si on ne voit pas, je suis d'accord avec ça, on ne voit pas une économie américaine, on a les salaires, on a les choses qui progressent, mais on sent qu'il y a une fragilité sous-jacente, et en tout cas, il y a des indicateurs non directs qui nous donnent, qui se mettent au rouge, qui généralement se mettent au rouge avant des récessions. Je sais pas. Et l'ISM manufacturier est resté sous les 50 pendant combien de mois et de trimestres? Oui, les choses peuvent marcher, l'immobilier, voilà. Mais la courbe est restée inversée pendant combien de temps? Ce que nous, on pense, c'est que
ça peut basculer très vite. Ça peut basculer très vite de l'un à Le l'autre. côté non linéaire. Il y a un côté non linéaire de rupture dans le système, sur l'immobilier, sur l'effet de richesse, tout ça, qui fait que on voit rien jusqu'au moment où c'est un peu comme sur le subprime. Si vous écoutez le subprime il y a 2 ans, il y avait des gens qui 2 ans avant disent ça va éclater, et puis du jour au lendemain, tout le monde a vu le problème et on a eu une accélération. Et nous, le risque non linéaire, clairement, c'est ce qu'on voit à travers ces indicateurs-là, le risque non linéaire. Bon, sur la pente de la courbe des taux, qu'est-ce que vous dites, Geoffroy? Vous venez du monde obligataire. Quelques années gérant obligataire. Pardon? Oui, j'ai été quelques Oui. années gérant obligataire. Et on le reste toute sa vie, je crois. Oui. Non, mais c'est quoi une bonne pente? Est-ce que forcément, d'avoir eu ce mouvement à la fois d'inversion et de repentification aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un signal négatif à la fin de la journée pour des actifs risqués ou pas forcément? Alors, en fait, il y a plusieurs lectures. Oui. Il y a ce que anticipent les marchés actions d'un côté, il y a ce qu'anticipent les taux, ça, on pourra en reparler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu cette dichotomie en termes de pricing des risques sur les différentes classes d'actifs. Si on regarde la partie taux, j'adhère totalement à ce qui a été dit. On sort d'une période d'inversion de courbe. Alors, on a toujours dit que l'inversion de courbe, c'était un signal avancé d'une récession. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelques exemples historiques qui nous montrent que ce n'est pas toujours le cas, et on est peut-être dans ce cas-là, hein, ça en a tout l'air. Aujourd'hui, cet indicateur-là, en tout cas, n'est plus inversé. Le 10 ans américain n'est plus inversé. Il y a 7-8 BP. Hein. Oui, c'est ça. J'allais dire c'est zéro. Quoi. C'est l'épaisseur du trait. On n'est plus très loin. Après 2 ans, voilà. Et côté Europe aussi, hein, c'est un peu le même schéma. Hein, si on regarde la swap, ou la courbe française, c'est peut-être un cas à part. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que la courbe qui se repentifie, ça peut être interprété comme un bon signal. Hein, ou alors on se dit qu'il y a un retard au niveau du signal sur la récession, ce qui n'est pas notre scénario, hein, encore une fois. C'est vrai qu'on reste sur des anticipations de croissance qui se tiennent. Alors, côté taux, c'est vrai que ce qui peut aujourd'hui être intéressant à suivre, c'est... Et puis aussi par rapport à la Banque Centrale Européenne, on se dit finalement les taux ils sont à peu près au niveau auquel ils devraient être. Donc si la Banque Centrale baisse ses taux plus ou moins vite, c'est pas pour ça qu'il y aura forcément beaucoup de variations. Il y aura peut-être un peu de pontification, mais le 10 ans allemand qui est autour des 2,10, 2,15, il peut peut-être même remonter un petit peu, retourner vers la zone des 2,30, 2,40. C'est vrai que pour nous, c'est un peu le point où il faut être long duration. Ok, là. Très intéressant. Même s'il y a une asymétrie, hein, on le voit bien, les risques d'avoir un événement exogène qui fasse un peu casser la machine, il augmente forcément plus le temps passe. Mais là, aujourd'hui, le pivot, c'est toujours pour nous autour des 2,30, 2,40. Et s'il y a une pontification, il viendra peut-être plus par une baisse par le bas, par la partie courte de la C'est un peu le même raisonnement qu'on a. Et c'est vrai qu'on voit bien que quand les cycles changent, ça peut se pontifier très vite. On peut avoir des pentes historiquement à 200 points de base de pente. C'était pas aberrant. Là, aujourd'hui, on a 8 BP aux US. Sur la France, je ne sais plus, autour des 50 BP peut-être. Ça peut se repentifier assez rapidement. Donc, c'est plutôt sur la pente qu'on va regarder ce qu'il y a à faire que sur la duration. La duration, ça peut être aussi une façon de se protéger aussi. C'est le fameux trap à liquidité ou safe haven. On pourrait se dire que les taux seraient cette classe d'actifs sur laquelle il faudra se repositionner si on imagine un risque plus fort. Il y a les matières premières, bien évidemment, il y a l'or qui en profite. Oui, ça reste des actifs de couverture également dans le cas de scénarios adverses sur le plan économique. Pour aller plus loin sur l'obligataire, ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait l'obligataire européen se porte très très bien. C'est-à-dire si vous voyez les émissions sur le secteur privé cet été, il y a eu plus de 45 milliards d'émissions, c'est des records. J'ai l'impression que les entreprises se refinancent assez largement sur des taux qui semblent corrects pour elles et donc pour les investisseurs également. Et ça montre qu'il y a une solidité. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt rassurant. C'est vrai que si on regarde plutôt d'un point de vue micro que macro, finalement, en Europe, les émetteurs du secteur privé se portent bien. En face de ça, on a toujours, ça veut dire, des investisseurs qui sont à la recherche de rendement, qui ont compris que les rendements très courts monétaires allaient devenir moins intéressants. C'est aussi des moments d'opportunité là pour les investisseurs. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, aussi. Je ne sais pas si ça a été noté aussi, mais il y a eu une émission d'Italie qui est passée récemment. J'ai pas vu le dernier, 8 milliards émises, mais il y avait une demande énorme. 30 oui, non, plus de 100. Plus de 100 milliards, d'accord. Donc on est vraiment sur des chiffres assez incroyables. Le spread contre Allemagne qui s'est resserré à 135 points de base. Donc finalement, l'Italie se porte bien. On le disait. Nous, on était ravis. La France, l'Italie, il y a peut-être un effet vase communicant. Mais c'est vrai que finalement, sur les fondamentaux, sur le côté technique, il n'y a pas d'alerte sur les marchés obligataires aujourd'hui. Philippe. Après, moi je mettrais juste un petit bémol, et je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites, mais
si on regarde l'obligataire américain, le mouvement de rallye par rapport au point haut, donc on a dû atteindre 4,75 au milieu du deuxième trimestre, on a déjà baissé de plus de 100 points de base. Rappelez-vous ce qui s'était passé au quatrième trimestre de l'année dernière, quand le marché déjà était parti sur un scénario de baisse des taux assez rapide sur lesquels il a dû rétro-pédaler. Quand il y a un cycle d'assouplissement monétaire, je suis tout à fait d'accord, la courbe, elle se repentifie. Si les taux courts vont à 3, c'est pas énorme comme pente pour on va dire le bas de cycle. Si on est à 70 BP de pente de taux, c'est pas oui. Donc alors c'est le début de la normalité, quoi. C'est vrai que je pense que pour la première fois depuis 3 ans, au mois d'août, on a eu cette configuration dans laquelle on a eu une baisse des marchés actions et une baisse du taux 10 ans aux États-Unis. Oui. Donc le fameux 60-40, voilà, qui ne marchait plus en tout cas à la baisse. Mais c'est un point. Ouais. Et encore une fois, je trouve qu'il y a le réflexe un peu habituel de dire si l'économie ralentit, il faut allonger la duration. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 2 ans, les mouvements de duration ont été extrêmement rapides, extrêmement violents. C'est de plus en plus tactique, de plus en plus rapide. Et donc, les exemples historiques me semble à manipuler avec beaucoup de précautions. À l'inverse... Donc sur la partie longue, vous dites attention à la duration, parce qu'on peut prendre de la duration sur différentes parties de la courbe. Hein. Oui, mais en général, quand on dit prendre de la duration, mais voilà, j'entends bien. Mais vous dites sur la partie longue, attention à trop de duration. Le segment 10 ans. Le potentiel de baisse supplémentaire. J'entends. Voilà. Je me concentre là encore. Dans un soft landing. Oui. Dans un soft landing, dans un scénario où l'endettement reste un peu... À 360, c'est pas donné, quoi. Le 10 ans américain n'est pas donné à 365. Non. Les risques me paraissent à moyen terme asymétriques, avec des anticipations d'inflation qui sont quand même très conservatrices, on va dire, et des taux réels qui sont, certes, ils sont plus... évidemment, ils sont positifs, ce qui était pas... Très conservatrice pour l'inflation, ça veut dire que l'inflation n'est pas chère dans le marché aujourd'hui. C'est ça. Oui, c'est ça. Possible, mais bon. Pour la partie action, qu'est-ce que ça change, tout ça Bon, on a parlé de la courbe de taux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés actions ? Est-ce que... Bon, il y a eu l'épisode de l'été qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. On a vu des changements de régime, des changements de leadership. Qu'est-ce qui est du domaine, un peu du bruit de marché habituel, et qu'est-ce qui est du domaine de nouvelles tendances, peut-être, qui sont en train d'apparaître, Philippe ? Si vous me permettez de faire la transition entre les taux et les actions, moi, je serais passé par le crédit. Parce que, justement, c'est ce que disait Geoffroy, il y a on est quand même sur des taux de défaut qui restent faibles. Alors certes, on est sur des spreads plutôt bas, mais par rapport, on va dire, à la qualité de gestion des entreprises, leur capacité à se refinancer, je trouve que ça reste une prime de risque décente. On va dire, on a une rémunération faible, mais pour un risque qui reste plutôt faible. Et donc, dans un contexte où, vous le disiez, il y a de la recherche de rendement, que la composante taux d'intérêt devient difficile, on n'est pas rémunéré pour le risque, pour la prime de terme. La prime reste extrêmement basse. C'était négatif, maintenant c'est plat. Donc ça reste quelque chose à privilégier. Et nous, on a vraiment tendance à construire des portefeuilles conservateurs en disant on préfère être sur du 2,5 de duration et avec... on va dire un risque de crédit moyen, low investment grade. Donc, ça permet quand même d'avoir... Ça, c'est un cœur de portefeuille, un cœur de stratégie pour vous. C'est robuste clair. Avec, effectivement, même si on n'exclut pas un petit peu de fluctuation autour des spreads, des taux qui, eux, finalement, vont être... la composante crédit va s'équilibrer un peu avec la composante taux. Ensuite, sur les actions, là encore, si je me fais le lien, il y a des attentes de croissance, de bénéfices, le consensus des analystes, il est très loin de la situation de profit qu'on pourrait avoir s'il y avait un ralentissement marqué de l'économie. On est encore dans on va dire, double digit, oui, absolument. Oui. Donc, aux États-Unis, en Europe, c'est un peu plus... et sur des niveaux de valorisation qui ne laissent pas forcément la place à beaucoup d'améliorations de ce point de vue-là. Donc, moi, vous l'avez compris, le scénario de soft landing,
j'ai toute raison d'y croire. Il se trouve que je reviens de 10 jours aux États-Unis, donc là aussi je peux mélanger avec à la fois ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Très intéressant. Donc moi, j'y suis allé en 2001, j'y suis allé en 2008. Je veux dire que quand l'économie américaine souffre, en 5 minutes, vous le voyez. Vous êtes au courant. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'entends. On n'y est pas, et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas y être dans 3 mois. Hein. Donc, J'entends. J'y retournerai régulièrement, je vous le dirai. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a j'ai aucun signal faible. Et effectivement, les gérants avec qui j'ai parlé sur place vous disent oui, il y a un ralentissement qui effectivement affecte les secteurs les plus faibles. Il y a dans un certain nombre de secteurs effectivement des changements de part de marché qui vont très vite, et donc des entreprises qui souffrent sur leur marge. Ça ne met pas vraiment en question leur bilan, mais qui souffrent sur leur marge, et d'autres qui sont en train de gagner des parts de marché de façon très rapide. Mais l'immense majorité, on va dire, des secteurs se porte encore bien. Ouais. Gilles, sur la partie un peu stratégie d'investissement et puis le marché action, ce qui a changé, ce qui est une tendance peut-être nouvelle aujourd'hui. Tendance nouvelle, c'est le décrochage de l'AI pendant l'été avec les autres secteurs qui font des plus hauts pendant que l'AI décroche. On a marqué un pic, le pic de la hype là est un peu passé derrière nous. L'AI c'est fini. Comme dirait. Donc, il y a ceux qui y croient et ceux qui y croient moins, vous voyez. Non, mais en tout cas, en tant que valorisation. Il y a un pic de quelque chose qui est derrière nous. Et on voit de plus en plus les gens dire où est-ce qu'ils vont gagner de l'argent, ce qui est quand même le taux fondamental. Donc 200 milliards de dollars, où est-ce qu'on va gagner de l'argent et je crois que, il y a eu une contre-attaque, l'AI a contre-attaqué la semaine dernière avec la valorisation de chat d'OpenAI et de ChatGPT à 150 milliards de dollars, mais c'est complètement, à mon sens, c'est fictif pour essayer de maintenir l'histoire, parce que si l'histoire disparaît, les hyperscalers, comme on les appelle, ne peuvent plus n'ont plus de croissance. Et s'ils n'ont plus de croissance, ils n'ont pas 40 ou 30 comme vous dites, PE. si l'histoire disparaît, l'histoire de l'AI générative, voilà. Comme j'ai dit plusieurs fois, pour moi, la générative n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il y a mieux à faire qu'il y a alors ? Aujourd'hui, c'est des secteurs très défensifs. On a UTT, on a même les actifs britanniques avec le Brexit qui vont mieux. Ouais. On a positif sterling toujours. Le sterling peut continuer de s'apprécier. Parce qu'il vient de très bas, le post-Brexit. Les adultes, quand nous on avait nos élections, à 1,40, dans nos élections, en élection anglaise, les adultes sont revenus au pouvoir. Donc c'est quand même intéressant. Il y a les foncières européennes. Les foncières mondiales ont eu un très bon été. Les taux baissent, elles viennent de très bas. Donc voilà, des choses comme ça. Les émergents, on a chez le Mexique, on a été un peu sur le Japon post-crise, on en est sorti parce que voilà. Donc il y a des choses à faire, mais plutôt sur le défensif. Ce sont des sous-pondérés et nous on est long duration. État, parce qu'on pense que les spreads ne reflètent pas un risque asymétrique. Les spreads correspondent à la vision du monde actuel. Mais notre vision du monde ne prend pas le consensus, sauf l'endroit, ne prend pas en compte un risque de dégradation asymétrique, ni les spreads, ni choses comme ça. Donc nous, on essaie de trouver des actifs asymétriques. Donc obligations d'État, ça marche bien. Et puis d'autres choses, l'or, mine d'or, c'est le meilleur actif depuis le début de l'année. L'or, les mines d'or, malheureusement, les mines d'or ça suit moins. Ça suit moins. Là, c'est ce qu'on peut faire, mais on aimerait bien. Mais la législation européenne. Et sur le Japon, le long yen, les longs yens remplacent les short yens. Comment ça se passe là, parce que le Japon, oui, clairement. Ça a été un élément de perturbation quand même. On voulait faire comme les Chinois en 2015. Ils ont pensé que passer le premier août, ça passerait, tout le monde était regardé les JO, que personne ne verrait. Manque de peau, ça n'a pas marché. Oui, il y a quand même un décalage très fort entre le yen qui s'apprécie et le Nasdaq qui est au PIX qui continue à monter. À mon avis, ça c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Surtout sur les actions japonaises où il y avait quand même une corrélation inverse. Yen forte, et là il y a un mystère. Le mystère devrait se résoudre dans les semaines qui viennent. Je ne dis pas comment. Geoffroy, vous reviendrez. Geoffroy, qu'est-ce qui vous intéresse dans la logique d'investissement du moment, effectivement, chez Ophi Invest AM là ? Il y a pas mal de choses. Vu l'actualité qui se passe, en termes d'allocation, on va dire qu'on va regarder les actions d'un point de vue plus macro. Et on dit que vraiment à court terme, il y a cet effet saisonnalité qui est jamais très favorable aux actions au mois de septembre. Là, on a vu qu'on a eu une baisse de 4-5% qui est repartie tout de suite. Au mois d'août, on a eu le même phénomène avec une baisse assez violente qui est repartie tout de suite. On sent que dès qu'il y a des creux, c'est souvent une opportunité. Il y a encore des acheteurs. Il y a pas mal d'acheteurs. Et c'est vrai qu'on a un message de neutralité sur les actions.
et toujours, c'est peut-être un message un peu classique, et essayer d'attraper ces baisses qui sont à chaque fois assez rapides, assez marquées. Mais ça reste une stratégie valable. Le buy the dip, comme on dit, ça reste pour vous, on reste dans un schéma de marché où on peut profiter de ces petits trous d'air, de ces accidents pour voilà, ça reste notre vision. Pour racheter. Après, c'est vrai que la trajectoire des banques centrales, et encore une fois, si ce côté un peu plus récessif devait se matérialiser, on n'aurait plus le même message. Là, aujourd'hui, on se dit que les entreprises, elles ont besoin d'avoir de la clarté, elles ont besoin d'avoir des taux qui soient plus bas, et de voir cette direction qui soit réaffirmée par les banques centrales. Il faut redonner de la confiance aux investisseurs, et si on a ça qui se met en place, on va dire que les profits des entreprises pourront peut-être être comme attendu ou pas trop loin. Si on a un message qui déçoit, c'est vrai qu'on a du mal à voir les résultats des marchés actions vraiment très en hausse d'ici la fin de l'année ou d'ici 12 mois. Donc on a une certaine prudence par rapport à ça et vraiment essayer de capter des baisses. Le secteur de la technologie reste pour nous assez essentiel à surveiller, même peut-être un peu moins qu'avant, même si on a peut-être touché des plus hauts, mais peut-être un peu moins qu'avant, mais on voit que dès qu'il y a des messages comme Nvidia qui rassurent, on a une séance, ça arrache, ça repart. Mais bien sûr. Donc ça reste essentiel pour nous à surveiller dans les prochains mois et prochains trimestres. Bon, la séquence de la semaine, Fed, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, pour les décisions de politique monétaire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Geoffroy Lenoir, Ophi Invest Asset Management, Philippe Uzan, IM Global Partner et Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management.